Nous avons enregistré votre appel. Un appel téléphonique. Bon. Allô, la régie pour Fabrice. Je suis un appel. Allô ? Bonjour monsieur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un appel inattendu ? C'est celui qui va vous faire bifurquer, changer de voie et parfois même de vie. Dans cette nouvelle série de sources diplomatiques, on a demandé à des agents du ministère de nous raconter ces appels qui ont tout chamboulé. Anecdotiques ou dramatiques, ils ont ouvert de nouveaux chapitres et sont la promesse de belles histoires. Dans ce premier épisode, nous tendons le micro de Sources diplomatiques à Pascal Ross, diplomate, qui en 2013, alors qu'il était en vacances au bord d'un lac, entend son téléphone sonner. Bienvenue sur Sources diplomatiques. Cette histoire, elle commence à l'été 2013. Je venais de rentrer au ministère depuis une année, et on a eu l'opportunité, ma femme en particulier, a eu l'opportunité d'avoir une mobilité professionnelle en Turquie, à Istanbul. Et donc nous avons décidé de tenter l'aventure en Turquie. Et comme il n'y avait pas de poste disponible à Istanbul, j'ai pris la décision de me mettre en disponibilité. Ça veut dire que je ne travaillais plus, j'étais toujours rattaché au ministère, mais j'étais plus actif. Et donc, pour une durée indéterminée, je me mettais un petit peu en retrait. Alors cet été-là, je suis en train de passer mes vacances confortablement en famille, en tout cas avec mes enfants, mes 3 enfants, sur les bords du lac de Parlou, en Aveyron, avec des amis, profiter un petit peu de l'eau, des activités nautiques, de la pêche aux écrevisses, enfin voilà, tous les plaisirs de cette belle région. Et donc j'étais seul avec mes enfants, alors que ma femme était, pour une période de 15 jours, elle était déjà à Istanbul, un petit peu en avance de phase, et pendant que moi, j'étais en train de profiter de mes congés confortablement en famille. Il faisait très beau, c'était vraiment un été particulièrement agréable, et donc on était toute la journée dehors au bord de l'eau avec les enfants, en train de me baigner, de surveiller mes enfants qui se baignaient, ils étaient tout jeunes à l'époque. Et puis j'ai le téléphone qui sonne. Donc, évidemment, je décroche. Et c'était le ministère, et qui m'informe qu'il y a un poste qui vient de se créer, mais vraiment tout récemment. Et ce poste a été créé donc à Istanbul, au consulat général. Et c'est un poste, comme ils étaient informés de ce que j'allais effectivement à Istanbul et que j'étais complètement disponible, et il me propose d'occuper ce poste. Et alors ce qui est assez remarquable, c'est que c'est un poste de conseiller politique pour suivre la crise en Syrie, puisque à partir de 2011, avec les printemps arabes qui se diffusent dans la région et donc en Syrie, puis à partir de 2012, là ça commence vraiment en Syrie à devenir un conflit armé, avec une répression très très féroce des mouvements de contestation de la jeunesse en particulier, et de la société civile. Et donc l'ambassade en Syrie a fermé en 2012. Et l'ensemble de l'équipe de la chancellerie politique, donc de l'ambassade, a été relocalisé quelques mois plus tard, donc dans les pays limitrophes, et donc en particulier en Jordanie, au Liban et en Turquie. Et avec en Turquie, donc un poste en particulier à Istanbul, puisque beaucoup de Syriens, d'opposants syriens et de responsables politiques syriens étaient basés en fait à Istanbul, qui était un petit peu le centre un petit peu de l'activité de l'opposition politique syrienne. Et donc on me propose ce poste-là, alors que évidemment je m'y attendais absolument pas. Donc j'ai une proposition là comme ça qui m'est faite, et qui est complètement inattendue évidemment, et qui est faite à un moment donné où j'ai mon esprit qui est pas du tout prêt à me projeter dans ce scénario-là. Alors quand je raccroche, en fait, je suis pris, cette espèce de tourbillon. J'ai mon esprit qui phosphore. C'est à la fois très excitant parce que d'un coup, c'est comme si on ouvre une porte, et puis du coup, on découvre quelque chose de complètement inattendu et de très excitant, évidemment. Et donc je rappelle très rapidement les ressources humaines pour leur dire que j'accepte très volontiers ce poste, et que je serai disponible au 1er septembre. Donc on est début juillet, et je leur dis que je serai installé et disponible au 1er septembre pour prendre mes fonctions à Istanbul.
Alors du coup, on arrive à Istanbul début août, puisqu'on voulait se donner un petit peu de temps justement pour prendre aussi un peu la mesure de cette ville absolument incroyable qui ne s'arrête jamais. C'est une grande mégalopole de 15 millions d'habitants, extrêmement dense, avec une circulation voilà, folle. On peut passer des heures et des heures dans les bouchons. Et puis ça grouille de partout, ça grouille de vie, c'est plein de bruit en fait, très nouveau en plus pour moi. C'est très impressionnant le chemin de l'aéroport quand on arrive. À l'époque c'était encore l'aéroport d'Atatürk, hein. Donc c'est 1h30, 2 heures de route dans une jungle urbaine absolument nouvelle et un peu oppressante encore une fois parce que c'est très très dense. Et donc voilà, c'est très surprenant, très dépaysant et pour moi c'est le début d'une très très grande aventure. En fait, cette prise de poste, elle se passe un peu de la même manière que j'ai appris mon affectation en fait, à Istanbul. Elle se passe de façon, là aussi très inattendue et très subite. Il se trouve qu'en fait, tu es rattrapé par l'actualité en Syrie, puisqu'il se trouve que, en fait, il y a eu un événement, assez marquant qu'on a un peu oublié depuis. On commence donc avec ces images terribles que vous allez voir, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants massacrés en Syrie, victimes d'une attaque à l'arme chimique. La communauté internationale, à l'instar de François Hollande ce matin, est convaincue de la responsabilité du régime de Bachar al-Assad. Attention, encore une fois, les images sont très difficiles. Mais il y a eu une attaque des forces gouvernementales contre l'opposition syrienne et qui est une attaque qui a utilisé des armes chimiques et donc dans le quartier de la Ghouta, qui est un quartier de Damas. Donc cette attaque, elle a eu lieu le 21 août 2013 et donc ça a été évidemment une déflagration parce que, quand on utilise des armes chimiques, voilà, pour la répression de populations civiles, évidemment on passe évidemment un pas dans l'horreur évidemment de la répression et donc ça a créé un émoi très, très considérable, vraiment dans toute la communauté internationale et du coup ça a nécessité en fait une concertation justement, à niveau international entre tous les pays qui étaient impliqués aussi dans le suivi et de cette crise en Syrie et qui essayait aussi évidemment d'apporter un soutien à l'opposition, au régime de Bachar el-Assad. Et il y a eu une décision d'une réunion de crise entre tous les principaux acteurs internationaux, dont la France bien sûr, les États-Unis, l'Angleterre, les Pays-Bas et d'autres, en fait dès le 23 août. Et donc moi je reçois un coup de fil le 22 août de l'ambassadeur pour la Syrie, pour lequel je travaillais, en me disant, ben voilà, demain, il y a une réunion qui va se tenir dans un des grands hôtels d'Istanbul, et donc j'ai besoin de vous. Et donc je vous attends demain matin à 9h pour assister à la réunion et pour prendre part aux discussions avec les partenaires, pour discuter de cette attaque chimique et voilà, discuter aussi, voir un peu quelles sont les positions de chacun des pays et voir quelles réactions peuvent être apportées par la communauté internationale envers le régime de Bachar el-Assad. Donc en fait, je commence mes fonctions alors que je suis là encore en vacances et en train de me dire que voilà, j'ai encore une dizaine de jours devant moi pour me préparer. Et là, bien du jour au lendemain, je plonge dans le grand bain, si je puis dire. En effet, le poste, il est très particulier parce qu'en fait, on suit une crise de l'extérieur. Alors, on est au plus proche qu'on puisse être finalement parce qu'on est en Turquie, donc on est au port de la Syrie et on est au contact d'énormément d'interlocuteurs syriens qui eux-mêmes ont fui le pays et donc qui continuent à être impliqués et à avoir beaucoup de réseaux et de connexions à l'intérieur de la Syrie. Mais bon, c'est quand même un suivi indirect. Et donc, l'enjeu pour moi, c'est d'essayer d'intégrer un petit peu cette communauté, de me faire une place, de me faire reconnaître comme un interlocuteur de confiance aussi, parce que voilà, ça me permet aussi de connaître, de comprendre aussi un petit peu la culture un petit peu spécifique de mes interlocuteurs syriens, leur manière de travailler, un travail qui se fait non pas dans des bureaux, dans des administrations, comme c'est le cas en général quand on travaille en ambassade, mais c'est un travail qui se fait en général dans les lobbies des grands hôtels, dans des cafés où je vais rencontrer un peu tous mes interlocuteurs, essayer de tisser des rapports de confiance progressivement
Et donc travailler aussi au rythme de mes interlocuteurs, c'est-à-dire aussi souvent très tard le soir, la nuit, parce que voilà, les Syriens sont, en fait, travaillent et envoient des messages jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Enfin, on a l'impression qu'ils ne dorment jamais. Et donc moi, il faut que je m'adapte à ce rythme un peu nouveau pour moi. Et c'est vraiment un travail de diplomatie de terrain. Et donc je me rappelle évidemment de moments très déstabilisants et en particulier je me rappelle quelques jours après mon arrivée. Donc j'ai été amené à assister à une conférence de presse donc justement de cette coalition nationale syrienne et donc qui était basée à Istanbul. Et donc je me rends à cette conférence de presse donc déjà dans un environnement assez inhabituel puisque c'est dans un appartement privé et donc je suis assez surpris déjà voilà, de me rendre dans un appartement privé pour une conférence de presse. Et puis j'arrive dans cet appartement et je me retrouve avec une conférence de presse qui est faite uniquement en arabe. Et donc n'étant pas moi-même arabophone, en fait, à l'issue des 20 minutes, je suis complètement dépité parce que je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je vais pouvoir être utile? Comment est-ce que je vais pouvoir remplir le rôle voilà, qu'on attend de moi? Et donc il a fallu surmonter un petit peu cette grande difficulté en essayant voilà, de trouver des relais, des personnalités qui parlaient anglais, voire qui parlaient même français. Je me suis appuyé aussi évidemment sur les autres diplomates voilà, qui aussi avaient un rôle un peu similaire au mien, du côté des Anglais, des Américains, des Italiens, des Néerlandais. Et donc, petit à petit, construire un réseau avec des relais qui m'ont permis voilà, de progressivement de m'installer dans le paysage, de me faire identifier comme un interlocuteur crédible, de confiance. Alors, c'était un univers intense parce que d'abord, à l'intérieur de la Syrie, ça va très, très, très vite. Il y a beaucoup de combats sur le terrain qui reposent en fait sur des alliances qui sont en mouvement permanent. Donc c'est l'époque aussi de l'émergence des groupes djihadistes, évidemment avec Al-Qaïda et l'État islamique, bien sûr, dans le nord de la Syrie. Et avec des allégeances de certains groupes moins radicaux, mais qui, à un moment donné, décident de faire allégeance parce qu'ils y trouvent un intérêt. Et puis le lendemain, finalement, ils retournent leur veste et ils combattent les groupes avec lesquels ils étaient alliés la veille. Et donc, il y a vraiment toute une mosaïque en fait, d'alliances qui est en retournement et en évolution permanente et des réalités voilà, sur le terrain qui vont très, très vite. Et puis, en parallèle, il y a une deuxième crise, si je puis dire, qui est la crise qu'on n'appelle pas habituellement comme ça, mais en tout cas, moi, que j'ai vécu comme telle, c'est la crise en Turquie, puisqu'en Turquie aussi, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Moi, quand j'arrive en 2013, à l'été 2013, c'est la fin des événements de Gezi, du parc Gezi. Le parc Gezi d'Istanbul, de nouveau fermé. La police turque a dispersé plusieurs centaines de protestataires ce lundi soir aux abords de la place Taksim, à coups de gaz lacrymogène, de canons à eau et de billes de plastique. C'était un mouvement de contestation voilà, plutôt de la société civile, plutôt jeune, plutôt étudiante, pour demander plus de démocratie, plus de droits civiques. Et donc, il y a eu une occupation pendant plusieurs semaines du parc Gezi, qui est juste à côté en fait, du consulat général d'Istanbul, le consulat général de France à Istanbul, où je suis basé, où j'ai mes bureaux. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il va y avoir là aussi un enchaînement d'événements à l'intérieur de la Turquie qui va vraiment bousculer le pays avec des répressions, je dirais, du gouvernement turc contre voilà, ce que le gouvernement turc considère être des réseaux terroristes liés notamment au PKK, donc à l'organisation qui est aussi classée comme terroriste par l'Union européenne. Et finalement, en accusant tout un ensemble aussi de mouvements politiques d'être en soutien en fait au PKK, il va y avoir vraiment beaucoup de vagues de répression, des vagues aussi d'émissions forcées de fonctionnaires par dizaines de milliers dans la police, dans la justice. Et il va y avoir aussi des vagues d'attentats, notamment de l'État islamique. Je me rappelle notamment en 2016, dans la rue Istiklal, à 200 mètres du consulat général de France à Istanbul, un attentat
avec à la ceinture explosive qui a fait pas mal de morts dans la rue Istiklal. Il y a eu aussi une tentative de coup d'État donc à l'été 2016 qui a été attribuée par le pouvoir turc à l'organisation dite terroriste de Fethullah Gülen. Donc c'est quand même une succession d'événements sur la scène nationale turque qui là aussi en font une espèce de crise dans la crise en quelque sorte et qui ont fait de ces 3 années vraiment une espèce de tourbillon. Donc c'est vrai que quand on lisait, moi tous les jours quand je lisais les journaux, évidemment on parlait de la Syrie quasiment tous les jours. Donc quand on travaille sur un sujet qui finalement fait l'objet d'une couverture médiatique quasiment au quotidien, c'est vrai que ça donne vraiment l'impression d'être un peu, au cœur de l'actualité. Et puis après c'est aussi avoir été impliqué dans la gestion de dossiers extrêmement sensibles, extrêmement médiatisés. Et je pense en particulier au dossier César. Nul ne connaît son visage. Son nom de code, César. Pendant 2 ans, de 2011 à 2013, ce photographe de la police militaire syrienne a pris des clichés des détenus dans les prisons de Bachar el-Assad. Puis il a risqué sa vie pour exfiltrer ses photos. Celles de dizaines de milliers de cadavres, des Syriens opposants aux présumés tels, tous morts en détention. César, qui est ce nom d'emprunt, de code en quelque sorte, de ce photographe militaire chargé de prendre en photo dans une prison militaire donc à Damas les corps en fait des détenus qui avaient été en fait assassinés et soumis à des tortures extrêmement graves. L'administration pénitentiaire syrienne en fait était très procédurière et documentée avec une prise de photographie, des empreintes et une petite fiche pour chacun des détenus qui décédaient. Et donc ce César, ce photographe militaire, a gardé une copie en fait de tout ce travail de documentation. Et bien il a ensuite il a fait défection avec l'aide bien sûr d'un réseau. Et donc il a fallu aussi être à la manœuvre pour pouvoir permettre que l'ensemble de ces documents puissent être aussi récoltés, mis en sûreté et puis ensuite mis à la disposition des autorités. Il y a eu des suites judiciaires avec des condamnations qui sont intervenues en Allemagne en particulier. Les États-Unis ensuite ont décidé de mettre en place un régime de sanctions contre le régime de Bachar el-Assad sur la base de ce dossier. Donc c'était le César Act. Donc avec des incidences à l'international extrêmement fortes. Et c'est vrai que quand on travaille au quotidien, je dirais au plus près des acteurs de ce dossier, et qu'on a eu accès, je dirais, à l'ensemble des pièces du dossier, qu'on sait exactement ce qu'elles comportent et qu'on a tout le détail aussi, je dirais, du cheminement de ces pièces du dossier, c'est vrai que là aussi, ça donne vraiment l'impression d'être au plus près d'une actualité qui se fait au quotidien. Et donc, c'est assez étrange d'être acteur et de lire, je dirais, quelques jours ou quelques semaines après, des éléments et sur lesquels en plus on a beaucoup plus d'informations que ce qu'on peut en lire. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare. On rencontre beaucoup de monde en fait. Effectivement, on rencontre vraiment toute une diversité d'acteurs, des acteurs politiques, des acteurs qui ont une grande notoriété sur la scène politique. On rencontre aussi des gens qui ont aussi des responsabilités parfois aussi un peu militaires. On rencontre des acteurs humanitaires aussi, avec des profils un peu parfois un peu obscurs. J'ai 2 rencontres que je garderai vraiment toujours à l'esprit. Une avec le responsable d'une ONG qui s'appelait malheureusement, parce qu'il est décédé, qui s'appelait James Le Masurier, qui était le responsable anglais d'une ONG qui s'appelait Mayday, qui était en fait appelé autrement les casques blancs syriens. C'était la protection civile syrienne qui allait dans les décombres après les bombardements à essayer d'aller récupérer et sauver les personnes qui étaient ensevelies sous les bombes et leur apporter les premiers secours. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises James Le Masurier. Et puis en fait quelques années plus tard, ça m'a marqué parce que en fait j'ai appris qu'il était décédé dans des circonstances assez obscures. Il serait tombé de son balcon, ce qui est toujours un petit peu étrange pour quelqu'un qui
que certains accusaient, notamment les Russes, d'avoir des liens toujours avec les services de renseignement, bref. Donc voilà, c'est ce genre de profil un peu singulier qu'on peut rencontrer, ou encore cet activiste qui avait un nom un peu d'emprunt, qui s'appelait Abo Salem, et qui était marié avec une Syrienne d'origine tchèque, Sandra Bitar, qui aussi était originaire de Homs, et qui étaient des activistes extrêmement impliqués, et à travers les yeux desquels je vivais, en fait, comme ils étaient de Homs. Et Homs a subi vraiment un martyre avec un siège pendant plusieurs mois, avec des gens qui n'avaient plus rien à manger dans la vieille ville. Et en fait, j'ai vécu à travers leurs yeux et les échanges que j'avais avec eux, le martyre de cette ville. Et oui, c'est des expériences ça peut pas s'oublier, ça vraiment. C'est un peu le lot de tout diplomate, hein. C'est qu'on est en poste 3-4 ans en général. Et puis voilà, au bout de 3-4 ans, il faut partir. Et ça fait partie d'un rythme voilà, de rotation professionnelle qui est sain, hein, par ailleurs, parce que c'est vrai que c'est jamais non plus trop bon de développer trop de familiarité avec son terrain, parce qu'on en perd aussi un petit peu une forme d'objectivité et de mise à distance. Donc c'est sans doute très sain, même si c'est toujours difficile de partir au bout de 3 ans. Surtout que moi, quand je pars finalement en 2016, il y a encore beaucoup d'incertitudes, hein, sur l'avenir du conflit. Mais donc il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et puis surtout, voilà, moi je laisse aussi tout ce réseau avec voilà, des gens que je côtoie au quotidien pendant 3 ans et qui sont eux-mêmes voilà, toujours impliqués dans cette crise qui continue à battre son plein. C'est difficile, on ne peut pas laisser un dossier comme ça et puis voilà, on tourne pas vraiment la page. Alors bien sûr, j'ai été amené à remplir d'autres missions. Je suis allé en Éthiopie comme conseiller de coopération et d'action culturelle, et j'ai eu l'occasion ensuite d'aller travailler en Irak, et donc d'une certaine manière, j'ai eu l'occasion de me rapprocher encore un petit peu de cette géographie syrienne. Mais j'ai toujours conservé évidemment beaucoup d'intérêt personnel pour l'évolution de la situation en Syrie, et en Turquie d'ailleurs aussi, du coup, parce que pour moi les deux sont absolument indissociables. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui encore, voilà, je continue à suivre, et depuis la chute de Bachar el-Assad, je continue à suivre voilà, autant que possible, avec voilà, les sources d'informations très ouvertes auxquelles tout le monde a accès. Mais je ne pense pas que je retravaillerai un jour dessus, mais en tout cas, c'est un dossier qui ne me quittera pas, ça c'est certain. Ce métier de diplomate, et je pense que ces 3 années que j'ai vécues sont un bon témoin de cela. C'est avant tout un métier où c'est le métier de l'altérité. C'est le métier qui nécessite de se mettre à hauteur des autres. Ça veut dire qu'il ne faut pas arriver avec trop de préjugés, il ne faut pas regarder les autres de haut, il faut se mettre à leur niveau, essayer de les comprendre et essayer de se faire comprendre d'eux aussi. Et donc ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de disponibilité intellectuelle, émotionnelle. Mais je crois que c'est avant tout un métier humain, où on se connecte aux autres, et on essaye de faire, de créer des liens et de tisser des ponts. Bien sûr que j'ai bien fait de décrocher ce téléphone. C'est vraiment c'est comme si j'avais ouvert une porte sur une période d'une très 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 grande intensité. Je crois que ces 3 années, c'est vraiment 3 années particulières dans une carrière et dans une vie. Et je dirais à la fois sur le plan professionnel et personnel, c'est 3 années qui resteront indélébiles, et que j'embarquerai avec moi, je crois, pendant encore très longtemps.